Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Le FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, a entamé une saison 2025-2026 avec l'ambition de restaurer le DNA offensif du club. L'Allemand a imposé un modèle spectaculaire qui a apporté des résultats impressionnants, mais les récents chocs, les récents événements ont exposé les failles béantes de ce système. Dans cette vidéo, nous allons analyser tactiquement ce système d'Hansi Flick qu'on qualifie de ligne haute ultra offensive dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons voir comment ce système a été éprouvé, comment il a été démantelé par les adversaires du FC Barcelone au cours des 3 défaites subies par le FC Barcelone au courant de ce mois de novembre. Likez la vidéo, donnez votre avis en commentaire sur tous les sujets abordés dans cette vidéo, ça ne vous coûte rien, ça nous fait énormément du bien. L'approche de Hansi Flick au FC Barcelone est un mélange intense du contre-pressing ou gegenpressing qu'il a longtemps expérimenté et amélioré avec le Bayern de Munich, associé à la philosophie catalane de possession de balle. L'objectif est simple, dominer par le ballon et épuiser l'adversaire qui court après, qui doit toujours courir après le ballon. En phase de construction et d'attaque placée, le Barça adopte une structure en 2-3-5. Généralement, sur le papier, on va voir des 4-4-2 ou des 4-3-3, mais sur le terrain, c'est du 2-3-5 qui se joue et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qui se joue réellement sur le terrain, c'est un 2-3-5 avec en défense 2 défenseurs centraux, généralement Koubarsi et Araujo, très écartés et très hauts, généralement au-delà du rond-point central pour assurer les premières relances. Au milieu du terrain, on a un premier pivot défensif, souvent constitué de Gavi et Frenkie de Jong, qui décroche tout le temps et est complété par un autre milieu, cette fois-ci un milieu offensif, assuré par Pedri ou Dani Olmo. Les 3 sont toujours positionnés côte à côte pour assurer les triangles de passe courte et la verticalité. Et je pense que là, c'est la touche magique d'Hansi Flick dans la possession de balle. On a un milieu de terrain toujours presque saturé. Sur les côtés, on a 2 latéraux, Koundé à droite et Baldé à gauche, qui sont censés jouer bas, mais généralement, ils ont tendance à toujours remonter vers le milieu pour créer la saturation. Et là, on a tout le temps l'impression que le FC Barcelone est en supériorité numérique par rapport à ses adversaires. Et naturellement, à la pointe, on a Yamal au côté droit, Rafinha au côté gauche, Lewandowski au milieu, quand ils ne sont pas blessés. Le contre-pressing implique que dès que le Barça perd le ballon, il cherche à le récupérer rapidement dans les instants qui suivent. Et c'est ça le moteur de l'intensité de Flick. Contrairement à l'époque de Xavi, Hansi Flick a exigé à ses attaquants la course dans le dos de la défense adverse. C'est pour ça qu'on va souvent observer Rafinha, Lamine Yamal ou Rashford toujours en profondeur. Pendant ce temps, l'attaquant axial, généralement Robert Lewandowski, va très souvent décrocher pour attirer les ailiers ou les milieux. Lamine Yamal et Rafinha vont très souvent chercher du 1 contre 1 sur les côtés et entrer pour frapper ou alors faire la dernière passe, ce qui leur offre une liberté créative importante. Voilà ainsi décrypté, voilà en gros le décryptage du système de la ligne haute ultra offensive de Hansi Flick. Les 3 chocs de novembre ont mis en lumière les vulnérabilités structurelles d'un tel système aussi agressif et exigeant. On va voir le cas de Séville, du PSG et du Real Madrid. Le FC Séville a misé sur un duel physique et a refusé de jouer le jeu de passe courte du Barça. Ils ont mis en place un système de pressing ultra agressif et ciblé, notamment sur les milieux de terrain créatifs comme Pedri et De Jong. Dans cette atmosphère, le Barça a perdu la majorité de ses duels au milieu du terrain, ce qui a transformé son contre-pressing en simple course dans le vide et sans coordination. Les défenseurs centraux du Barça, naturellement, étaient très hauts et très écartés, ce qui a laissé un immense espace derrière le pivot. Séville a ensuite exploité cette haute ligne défensive avec des ballons longs et rapides dans le dos des latéraux. Les buts encaissés du FC Séville, notamment le 2e but à la 37e minute, est l'archétype même de la contre-attaque rapide. Le ballon est d'abord récupéré au milieu du terrain et immédiatement, Ruben Vargas lance une passe verticale fulgurante qui transperce la ligne défensive du FC Barcelone. Isaac Romeo se retrouve alors seul, prend de vitesse les défenseurs et conclut l'action d'une frappe croisée décisive. Résultat,
2-0 en faveur du FC Séville. Le Séville l'emporte finalement 4-1, ce qui est le résultat d'une très forte passivité et de l'incapacité du FC Barcelone à gérer la profondeur. Le PSG a parfaitement géré son match en misant sur une stratégie à double efficacité. Dans un premier temps, ce que je peux appeler l'étouffement de la relance. Les Parisiens ont exercé un pressing haut et structuré, formation en 4-4-2 au pressing, obligeant le Barça à dégager long et à commettre tout le temps des erreurs techniques dans leur propre surface. L'absence de solution coûte a coupé complètement l'équipe du FC Barcelone en deux. Et dans un second temps, on a ce défaut de rigueur. La défaite concédée en fin du match symbolise un manque de rigueur défensive et de concentration dans les moments cruciaux. Et il s'agit là d'une critique souvent adressée aux équipes de Hansi Flick en fin de match. Parce que généralement, ils sont épuisés par leur propre intensité. On l'a longtemps observé au Bayern de Munich et en équipe nationale d'Allemagne. Et Flick lui-même a admis en conférence de presse, il a dit, je cite, « Nous n'étions pas au niveau du PSG après les 30 premières minutes ». Une fois de plus, au cours de ce match, la stratégie de Hansi Flick a été mise en échec et on l'a clairement observé pendant les deux buts du Paris Saint-Germain. Pour le premier but, on a une action initiée par Nuno Mendes qui réalise une percée dévastatrice sur son flanc et grâce à une passe élimine la défense du FC Barcelone pour trouver Seny Mayolo bien positionné dans la surface et grâce à une frappe du pied gauche, place le ballon au fond du filet. Pour le deuxième but, on a un Achraf Hakimi qui est monté très haut sur le terrain et grâce à une passe au sol et en profondeur, va trouver Gonzalo Ramos. Les défenseurs du FC Barcelone étant en retard, Gonzalo Ramos frappe du pied gauche pour offrir la victoire au Paris Saint-Germain. Les Madrilènes ont laissé le FC Barcelone avoir la possession de balle. Près de 70% de possession de balle pour le FC Barcelone selon la plupart des sources. Et sachant que la ligne défensive du FC Barcelone était naturellement haute et en comptant sur l'efficacité des joueurs comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, le Real a utilisé sa vitesse en transition pour punir les énormes espaces laissés entre les défenseurs centraux et les milieux du terrain du FC Barcelone. On a pu voir également comment le pressing manqué du FC Barcelone a transformé les espaces en autoroute pour les joueurs du Real Madrid où ils pouvaient courir comme ils voulaient sans être gênés. On a pu voir également qu'en une passe ou en deux passes au trop, toutes les lignes du FC Barcelone se retrouvaient brisées. Les tentatives offensives du Barça, bien que nombreuses, ont manqué de punch et la dépendance du FC Barcelone toujours aux exploits individuels de Lamine Yamal était visible, alors que de son côté, le Real était d'une efficacité clinique. Le premier but du Real illustre parfaitement l'échec de la ligne défensive haute du FC Barcelone. On a Bellingham qui récupère le ballon au milieu du terrain. La défense du Barça est complètement prise au piège et complètement effacée avec une seule passe, Et Kylian Mbappé, seul face au gardien, réalise un contrôle parfait et termine l'action à l'aide d'une frappe croisée. Le ballon se retrouve au fond du filet. Résultat, le Real Madrid remporte le Classico 2-1 face à une équipe de Barcelone complètement impuissante. Alors de tout ce qui précède, ce que nous pouvons tirer comme conclusion, ce que nous pouvons retenir, c'est que le FC Barcelone de Hansi Flick est une machine offensive dans ses bons jours, mais c'est aussi un système extrêmement vulnérable lorsque l'intensité physique et la coordination tactique fléchissent. Les adversaires de haut niveau ont montré la voie. Pour faire chuter le FC Barcelone, il faut survivre à la première vague de pression et ensuite il faut savoir exploiter l'immense espace laissé dans le dos de la défense du FC Barcelone que je trouve très ambitieuse. Je pense que le défi de Hansi Flick pour le reste de la saison doit être de trouver l'équilibre entre son pressing haut et la nécessité d'une structure défensive plus robuste et capable de résister aux transitions rapides. Voilà, c'est tout pour cette analyse. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et dites-moi, selon vous, quel est le point faible majeur de cette équipe du FC Barcelone? C'est le pressing ou alors l'équilibre du milieu de terrain? Laissez vos avis en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace out.